Et voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre. Nous accueillons ce soir Maître Tine, avocat à la Cour, avocat spécialisé également en droit public. C'est l'invité de ce 20h. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, vous avez suivi l'actualité certainement depuis samedi. La présidentielle 2024 a été reportée par le biais donc de vote à l'Assemblée nationale. Y a-t-il des juridictions qui ont donc, disons même, que pensent-ils déjà? Que pensez-vous du moins aujourd'hui de ce qui s'est passé entre le samedi et, disons, les votes à l'Assemblée nationale, entre le discours du président de la République et l'Assemblée nationale qui a acté le report de la présidentielle, donc qui part de la date du 25 février 2024 au 15 décembre 2024? Vous l'aurez sans doute compris, ce que j'en pense, c'est que c'est une décision qui est à la fois illégale et illégitime. Illégale parce qu'il contrevient aux dispositions pertinentes de notre Constitution. Vous vous rappelez sans doute qu'en 2016, on a révisé la Constitution sénégalaise par le biais d'un référendum. Et ce qui avait motivé principalement cette révision constitutionnelle, c'était cette volonté de régler définitivement, d'évacuer du débat public la lancinante question du mandat présidentiel. Le président de la République nous avait donné l'assurance que le problème du mandat présidentiel est définitivement réglé. En plus de cela, on a tenu à le sacraliser. Jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule clause qui ne pouvait pas faire l'objet de révision jusqu'en 2016. C'était la forme républicaine de l'État. Le Sénégal est né république et restera république. Et il y a une irréversibilité, on ne peut pas revenir en arrière. En 2016, ils ont rajouté une autre clause d'éternité qui est irréversible. C'était cette volonté, effectivement, de conjurer toute tentation de retour en arrière concernant la réduction du mandat. Donc, on ne peut pas faire plus de 2 mandats au Sénégal. Article 103. La question qui se pose raisonnablement est de savoir, peut-on et doit-on admettre l'existence d'une dérogation lorsque la Constitution codifie qu'on ne peut pas réviser donc, cet article 103, touché au mandat, ni par voie de révision parlementaire, encore moins par référendum. On ne peut même pas convoquer. Et justement, quelles sont les failles juridiques majeures dans la kyrielle de décisions depuis, disons, le 3 dernier, donc jusqu'à aujourd'hui? Mais la première faille, incongruité, c'est effectivement, sous couvert, soi-disant, de reporter les élections, on a voulu poser un acte grave que les constitutionnalistes appellent une révolution juridique. Vous savez, il y a la révision juridique et il y a la révolution juridique. La révolution juridique consiste à vouloir imposer une idée que la Constitution indique clairement qu'elle n'est pas possible sans avoir abrogé la clause qui l'interdit d'une certaine manière. Si demain, avant de voter cette loi, il y avait une révision ou l'adoption d'une nouvelle constitution, parce qu'on ne peut pas la réviser, qui abrogeait, qui sortait de la nouvelle constitution, en quelque sorte, l'article 103, à partir de là, effectivement, on peut dire qu'ils peuvent y aller. Mais même cette abrogation de l'article 103 n'aurait pas suffi. Il aurait fallu aussi changer autre chose. C'est la constitution sénégalaise qui nous dit que le président de la République, notez-le bien, est élu au suffrage universel direct au Sénégal. Pour qu'on vous appelle Monsieur le Président de la République ou Madame la Présidente de la République, il faut que vous passiez par l'épreuve des urnes, suffrage universel direct. Avant la Constitution de 1963, on avait un régime parlementaire. C'est-à-dire l'Assemblée pouvait effectivement donc dire qui allait être le chef du gouvernement. On l'a vu, c'est ce qui a amené la crise institutionnelle. Tout à fait. Mais depuis lors, Senghor a tiré les leçons et a bâti un régime présidentiel. Certains même disent que c'est présidentialiste parce qu'il y a une omniprésence et une hyper-présidence. Mais quoi qu'il en soit, le premier critère pour reconnaître
un régime présidentiel, c'est qu'il est élu au suffrage universel direct. Contrairement au régime parlementaire comme en Angleterre, où effectivement le chef du gouvernement est élu par les députés. Mais là, la question qui se pose, c'est que si tel est le cas, est-ce qu'un groupe de députés peuvent se réveiller, même s'ils ont la majorité, pour dire qu'on vous donne le mandat d'1 an? Mais en vertu de quoi? Et donc, vous l'aviez dit tantôt, c'est-à-dire au Sénégal, pour qu'on vous appelle le président ou la présidente de la République, il va falloir que vous passiez au vote, donc par suffrage universel. Alors, à partir du 2 avril, le président de la République donc, devrait faire sa passation. Aujourd'hui, on a prolongé son mandat. À partir du 2 avril, quel titre peut porter le président Macky Sall? Toujours le chef de l'État, le président de la République ou bien? Non. Moi, je l'appellerai ancien président, comme Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Malgré la loi? Oui, malgré la loi, parce que cette loi, déjà, elle n'est pas encore définitive, première chose. Dès qu'elle sera disponible, donc les députés vont l'attaquer dans les 5 jours, conformément à des délais légaux devant le Conseil constitutionnel. Et moi, je n'ai aucun doute que le Conseil constitutionnel, au nom de la légalité, va procéder à la censure de cette loi. Est-ce qu'il peut s'autosaisir? Est-ce qu'il a les prérogatives? Non, il n'a pas les prérogatives, mais les députés, 1/10 des députés, c'est-à-dire 15 députés, ce qui est déjà donc le cas au niveau de l'opposition, ils en ont plus que 15, vont signer effectivement cette saisine directe du Conseil constitutionnel pour demander effectivement au Conseil constitutionnel plutôt, de censurer cette loi. Parce que, tout simplement, j'ai entendu certains dire que on ne peut pas donc contrôler, en tout cas, ils attribuent au Conseil constitutionnel en disant qu'il refusait jusque-là de contrôler des lois de révision constitutionnelle ou des lois constitutionnelles. Non. Toutes les dispositions de la Constitution ne sont pas d'égale valeur. Donc, il y a une hiérarchie. C'est ce que les constitutionnalistes appellent la différenciation hiérarchique. Du moment où on a sacralisé, on a dit que la forme républicaine de l'État ne peut pas faire l'objet d'une révision. Le mandat ne peut pas faire l'objet d'une révision. Il va de soi que naturellement, s'il y a une initiative qui va à l'encontre de cela, il est de l'obligation la plus impérative, si je peux m'exprimer ainsi, donc du Conseil constitutionnel, de s'en saisir et de contrôler. Vous venez de dire que vous avez la certitude que peut-être ces recours vont aboutir, mais du moment où le président de la République a invoqué une crise institutionnelle entre 2 institutions, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, quelles sont les chances aujourd'hui pour ces recours d'aboutir? Parce que, en fait, c'est ça l'amalgame, en fait, qui s'est installé malheureusement dans la tête de beaucoup de Sénégalais. Une chose est la question du report, c'en est une autre, la question de la prolongation du mandat. Et sous couvert de reporter les élections, ils ont rajouté subricitement quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire, c'est de se arroger le droit, un groupe de députés, de remplacer le peuple. Quand la Constitution dit que le président est élu au suffrage universel, la précision est importante, direct, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas l'intermédiaire des représentants. Seul et seulement, le peuple peut conférer effectivement cette onction démocratique. Et pourtant, d'après le communiqué qui vient de parvenir du Parti démocratique sénégalais, on nous informe en tout cas que l'Assemblée nationale, souveraine à sa qualité de dépositaire, donc peut voter toutes les lois constitutionnelles. En tout cas, d'après le porte-parole, d'après ce communiqué du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, ils sont dans leurs droits, ces députés qui ont voté cette loi. Non, personne ne dit que les députés n'ont pas le droit de voter une loi. C'est leur droit le plus absolu. De la même manière aussi, c'est le droit le plus absolu de l'opposition qui estime que cette loi a été votée en méconnaissance des dispositions du Conseil de la Constitution sénégalaise, de déférer cette loi pour demander
au Conseil constitutionnel d'arbitrer d'une certaine manière. Donc, l'activité réglementaire, législative plutôt, du Parlement, c'est une activité, effectivement, qui est, comme toutes les activités humaines, organisée, qui fixe l'objectif, pose les procédures et donne la finalité. Donc, rien de plus normal qu'il y ait un contrôle formel qui s'exerce selon pour voir est-ce que la procédure a été respectée. Mais aussi un contrôle substantiel, c'est-à-dire le contenu. Ce qui est maintenant en cause dans ce débat, c'est qu'ils se sont donné un droit qu'ils n'ont pas. Lequel? C'est de dire à Macky Sall qu'on peut vous donner 1 an de plus. Et c'est pour ça que je disais, j'ai toujours alerté, ça fait plus de 2 ans. Ils devaient se limiter où, par exemple? C'est quoi leur limite? À reporter, et ça, je ne dis pas que c'est fondé parce que c'est contestable, parce qu'on ne peut pas reporter normalement l'élection. Mais du moment où ils sont partis trop loin, en voulant non seulement reporter, mais de lui donner le pouvoir. Vous savez, la question du report de l'élection, si vous lisez entre les lignes dans le communiqué de la commission de la CEDEAO, il en parle. Il ne parle pas à Macky Sall, il parle aux acteurs politiques de regarder ensemble pour que le calendrier électoral soit respecté. Là où il a péché dans la démarche, c'est déjà d'avoir pris l'initiative de consulter les corps constitués et de laisser de côté les intéressés. C'est-à-dire, il n'est même pas candidat. Mais il y avait l'opposition. Il a consulté son candidat, indirectement. Et les autres candidats de l'opposition, les 19, personne ne les a consultés. Ne serait-ce que par élégance républicaine, il aurait fallu poser le débat. Donc, ce qui veut dire que la modification des règles du jeu, c'est un phénomène métajuridique, c'est-à-dire qui va au-delà du droit et qui est dans la sphère de la politique. Il aurait fallu effectivement trouver, comme le dit la CEDEAO, un consensus large pour pouvoir effectivement reporter les choses et regarder maintenant, à partir du 2 avril, qu'est-ce qui est convenu par les acteurs politiques, quitte à le formaliser par des actions législatives comme la loi. Y a-t-il une qualification particulière de la démarche du président de la République depuis le 3 janvier dernier? Écoutez, pour moi, je ne trouve pas autre chose que de dire que l'acte qui a été posé est un acte à la fois illégal pour toutes les violations que je viens de vous dire, mais illégitime parce que tout simplement, la majorité des Sénégalais s'attendaient à aller voter le 25 février. On n'attend pas quand même à quelques encablures du démarrage de l'élection, après que la communauté internationale ait commencé à déployer les observateurs de courte durée ou de longue durée, pour dire, écoutez, il y a un problème. Entre nous, on est tous Sénégalais. On peut se dire un certain nombre de vérités. C'est qu'il n'y a pas quand même de problèmes fonciers qui peuvent justifier l'existence d'une crise pour reporter. La preuve, le fait que l'Assemblée ait pu se réunir et qu'elle ait voté cette loi est la démonstration par l'évidence qu'il n'y a pas de crise au niveau de l'Assemblée, que tout fonctionne. Mais avec beaucoup de difficultés quand même. L'opposition a voulu des questions préalables. Il y a eu blocage en un moment. On a vu que la séance quand même... Ça, ce sont les astuces parlementaires. C'est comme les avocats dans leur plaidoirie. Jusqu'à même en arriver à l'intervention de la gendarmerie au sein de l'hémicycle, des images inédites. Ça, c'est autre chose. Moi, je fais la distinction entre peut-être des comportements qui peuvent être plus ou moins excessifs. Contraignantes. Non, excessifs, parce que ça n'a rien à voir avec l'activité. Mais quand même, le Parlement a pu adopter, convoquer, se réunir et tout ça. Après, le comportement de quelques-uns, bon, ça c'est autre chose. Mais quand même, dans la procédure, la loi a pu être adoptée. Le Conseil constitutionnel a fonctionné, peut-être avec beaucoup de dysfonctionnements, on les a vus, mais quand même a pu rendre une décision. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est un autre débat. Mais quand même, son fonctionnement n'est pas interrompu. Le président de la République, tout à l'heure, en venant, je suis passé derrière le palais et j'ai vu qu'il était en conseil des ministres parce qu'il y avait toutes les voitures qui étaient garées. Donc, dites-moi, quelle est l'institution
qui est aujourd'hui en crise interrompue, dont le fonctionnement est interrompu. Il n'y en a pas. C'est parce qu'ils ont décidé de reporter l'élection et ensuite il fallait trouver des arguments. Et personne ne s'y trompe. Y a-t-il entre les deux institutions, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Conseil constitutionnel, en tout cas parmi ces deux institutions, dont l'image est en jeu, l'image est un peu discréditée, laquelle des deux institutions est aujourd'hui en train de vaciller? Non, on ne peut pas dire vaciller, mais le fait quand même qu'il y ait ces accusations, qu'il y ait des accusations qui accablent pour la première fois le Conseil constitutionnel. Et surtout de par leur gravité, donc montre clairement qu'en tout cas, il y avait matière à instituer une commission d'enquête ou une autre méthode, parce que ça aurait pu être une information judiciaire. Non pas parce qu'on accuse les juges, mais surtout pour continuer à préserver l'honorabilité et l'intégrité et la confiance légitime que le citoyen sénégalais est en droit de placer en son conseil constitutionnel. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Du moment où il y a ces accusations, ils sont fondés ou pas, c'est l'enquête nous le dira. L'enquête peut être parlementaire ou judiciaire, mais quoi qu'il en soit, du moment où il y a ces accusations, on ne pouvait pas faire l'économie. Et ça n'entache pas la crédibilité des résultats? Non, non, ça n'entache pas aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, ça reste des accusations. Personne ne peut vous dire avec certitude que ça ne procède pas non plus d'une stratégie politique pour jeter le discrédit et l'anathème sur le Conseil constitutionnel. Personne ne sait. Parce que au début, j'avais une retenue par rapport à cette idée, mais à force quand même de voir qu'il n'y a pas de crise, mais on cherche à nous imposer donc une crise qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui l'invoquent d'une certaine manière, démontre à suffisance qu'il y avait un agenda caché. Et cet agenda caché n'était ni plus ni moins que de reporter l'élection d'une année. Est-ce qu'il y a des chances de rester, ou bien disons de tenir les élections à la date initiale, le 25 février 2024? Oui, il y a toujours des chances, dans la mesure où le décret donc, peut être suspendu, parce que l'opposition va l'attaquer, évidemment, mais surtout cette loi va être bientôt déférée devant le Conseil constitutionnel. Et moi, je n'ai aucun doute qu'au nom de la légalité, le Conseil constitutionnel va s'en saisir et censurer. Parce que c'est ce que les constitutionnalistes appellent la différenciation hiérarchique dans le droit constitutionnel substantiel. C'est-à-dire toutes les règles de la Constitution ne sont pas d'égale valeur. Aujourd'hui, si la Constitution nous dit que le président doit sortir du suffrage universel, si on veut nous faire sortir un président en dehors du suffrage universel, c'est que ces gens-là veulent faire une révolution juridique et pas une révision, pas une dérogation. Ce qu'on ne peut pas réviser, on ne peut pas a fortiori y déroger. Est-ce qu'aujourd'hui la proposition de cette Cour constitutionnelle peut être considérée comme cette révolution juridique dont vous parlez, dans le compte de cette révolution juridique? Ça, c'est au président qui sera élu après le 25 de voir. Est-ce qu'il faut... Vous jugez ça pertinent? Oui, c'est une pertinence, une Cour constitutionnelle. Moi, je fais partie des juristes qui ont toujours réclamé qu'on passe à... De conseil à cour? Parce que les pouvoirs sont plus étendus, ou le ressenti, conseil, cour, autonomie, d'une certaine manière, plénitude de compétences qui fonctionne comme une vraie juridiction. Vous avez vu avec le Conseil constitutionnel le débat. On n'a pas de débat contradictoire. Vous déposez, vous partez. Et après, le Conseil affiche une liste ou une décision globale où il vise tout le monde d'une certaine manière. Donc, des pays comme le Bénin l'ont depuis plus de 20 ans. Toutes les démocraties, tous les pays qui ont surfé, qui sont sortis des dictatures, dans le sillage des conférences nationales, ont eu à mettre en place une cour constitutionnelle. Et ici, ça a été préconisé depuis très très longtemps, et que moi je suis convaincu qu'il est temps, plus que nécessaire d'ailleurs, qu'on ait une cour constitutionnelle, mais ça relève des réformes institutionnelles, mais ce n'est pas en pleine
en plein processus électoral qu'on va dire est-ce qu'on remplace le Conseil par une cour. Et surtout, j'allais ajouter... Même par voie de dialogue entre-temps, c'est-à-dire entre, d'ici au 15 décembre, ça peut ne pas être possible. Mais non, mais pourquoi vouloir une cour d'ici le 15 décembre? C'est impossible. Non, tout est possible, mais je ne vois pas la pertinence, parce que c'est quelque chose qui va remettre en cause l'architecture organisationnelle des juridictions sénégalaises d'une certaine manière. Parce qu'il faudra organiser les rapports entre cette haute juridiction et toutes les autres juridictions. Parce que n'oubliez pas qu'au Sénégal, on peut attaquer une loi par voie, donc a priori, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit promulguée, mais a posteriori par voie d'exception. C'est-à-dire même une loi qui est déjà promulguée, demain vous pouvez dire que cette loi est passée dans les mailles du filet, et moi je demande au juge de l'écarter dans le cadre de ce litige parce qu'il viole tel principe constitutionnel. Et quand vous le soulevez devant n'importe quel juge, même au bas de l'échelle, il est obligé de poser la question au Conseil constitutionnel et ensuite, effectivement, d'attendre la réponse sur le contrôle de constitutionnalité pour poursuivre le procès. Tout ça pour vous dire que l'acte qui a été posé est un acte grave. C'est un acte, pour moi, illégal, illégitime. Mais surtout, aujourd'hui, les récriminations de la communauté internationale. Lorsque vous entendez donc la CEDEAO s'exprimer dans son communiqué, et lorsque vous entendez... Déjà, comment vous voyez la réaction de la CEDEAO? Dans un premier temps, le premier communiqué que la CEDEAO a sorti, et celle d'hier, celui d'hier du moins, est-ce qu'il n'y a pas une position nuancée, vous ne trouvez pas? Non, on note une gradation dans la récrimination. Vous savez, la diplomatie, c'est comme ça. On y va par échelle, de manière progressive d'une certaine manière. Déjà, la première réaction, c'était avant la loi. Ensuite, quand la loi est arrivée, et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale a scandalisé l'opinion internationale d'une certaine manière. Et tout cela, on le voyait venir dans le cadre du F24. On avait déjà saisi le président de la commission pour l'alerter par rapport à la rupture de la démocratie que le Sénégal s'apprêtait à vivre lorsque le président de la République avait décidé, malgré l'interdiction posée par l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui avait ordonné le retrait du parrainage, malgré tout, il allait organiser un remake de ce qui s'est passé en 2019. Nous avions alerté à l'époque. Nous avons donné tous les éléments. C'était un document très argumenté, détaillé, travaillé techniquement, signé par le coordonnateur Momodou Mbodj. Effectivement, tout cela procède de l'alerte précoce d'une certaine manière. Donc tout ça, ce sont des sources d'information. Bien après, la CEDEAO a envoyé une mission ici avec un représentant spécial qui a rencontré certains acteurs politiques. Et aujourd'hui, effectivement, il faut le dire, la CEDEAO compte beaucoup sur le Sénégal après le retrait du Mali, après le retrait du Burkina, après le retrait du Niger d'une certaine manière. Si le Sénégal bascule alors que la Guinée est sous dictature, quasiment on peut dire que c'est l'unique îlot démocratique qu'il faut à tout prix préserver. C'est pour ça que je dis que Macky Sall prend un pari risqué, très risqué, à vouloir effectivement persister dans cette posture qui risque de conduire le pays dans une impasse politique institutionnelle à partir du 2 avril s'il refuse de quitter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il pourrait gagner en abdiquant? Abdiquer ou reculer ou lâcher prise? Crédibilité. Vous savez, l'erreur est humaine. On peut se tromper. Ça peut arriver. Ce qui est blâmable, ce n'est pas le fait de commettre une erreur, c'est de persister dans l'erreur. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit écouter les voix de la raison. Et les voix de la raison, c'est l'encourager dans la posture initiale qu'il avait. Lorsqu'il était sorti dignement, en disant qu'il avait un code d'honneur et qu'il allait quitter le pouvoir et qu'il allait, tout le monde avait applaudi. On peut ne pas être d'accord politiquement avec lui, mais ça avait rehaussé son estime, en tout cas l'estime que certains Sénégalais avaient, et aussi son honorabilité sur le plan international. On se dit, enfin, un dirigeant africain qui décide de quitter le pouvoir. Mais lorsque quand même on revient en arrière, quels que soient les motifs, il fallait conjurer toute tentation de retour en arrière. Et j'ose espérer
jusqu'à la dernière minute... Parce que jusque-là, il n'a rien perdu d'avance en termes de crédibilité. Je ne dis pas, je vous laisse juger par les réactions de la communauté internationale. Ce n'est pas à moi de dire qu'il est crédible ou pas, mais moi, je sais lire entre les lignes à travers les communiqués diplomatiques des organisations internationales et des autres et tout ça. Lorsque, par exemple, la CEDEAO rappelle que donc il appartient, non pas, il ne cite pas le président, il dit à la classe politique de trouver un consensus ou en tout cas de rétablir, de voir les conditions de rétablissement du processus électoral et du respect du calendrier électoral. Ça montre que quelque part, donc il a commis une erreur. C'est de n'avoir pas associé à cette décision la classe politique qui est en premier lieu concernée par la décision de reporter l'élection. Et aujourd'hui, comment comprendre, c'est-à-dire la portée du communiqué du département américain, département d'État américain, qui a fait quand même beaucoup de bruit, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup d'interpellations, des directives également, qui, même à travers le communiqué, on peut lire des consignes, comme par exemple la restauration immédiate de l'Internet, des droits de réunion, liberté de réunion, entre autres. On dirait limite des instructions strictes de la part du département d'État américain. Pour deux raisons. Première raison, les États-Unis sont parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'article 24 de la Charte des Nations Unies leur donne cette prérogative. Il dit que les membres permanents, ils ont la responsabilité principale donc du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ils sont conscients que les violations des droits de l'homme, des principes démocratiques conduisent inéluctablement à des situations de tension qui vont se transformer à des conflits ouverts. Donc c'est pour ça qu'ils parlent, ils utilisent le vocable, effectivement, du commandement, quasiment, de l'injonction. Parce que c'est la charte, on a ratifié. Les propos étaient assez durs quand même. Mais sont à la hauteur de la gravité de l'acte qui a été posé. Jamais au Sénégal on aurait imaginé qu'un président aurait un jour interrompu le processus électoral. Jamais on aurait imaginé qu'une Assemblée nationale, dans une démocratie qui se singularise par l'élection au suffrage universel direct, un groupe de citoyens, même s'ils sont des élus, sont des citoyens, vont décider que les autres Sénégalais n'iront pas aux urnes. On décide à votre place. Ça n'existe nulle part. Et c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas aujourd'hui. Mieux vaut effectivement le faire entendre à raison à temps. Et s'il persiste effectivement, moi je ne serai pas étonné. Il y aura des sanctions? Non, avant les sanctions ou un autre communiqué qui va dire que Macky Sall doit quitter le pouvoir. Ça c'est quand même... C'est pas une ingérence. Ce sont les puissances. C'est ça la notion de puissance dans les relations internationales. Vous savez, demain... Ils n'ont pas de limite. Non, mais c'est ça la notion de puissance dans les relations internationales. C'est-à-dire le Sénégal, il est parti intervenir en Gambie pour déloger Yaya Jammeh. Ça ne vous a pas gêné. Yaya Jammeh même avait souhaité à la personne qui l'a délogé de connaître le même sort. Après des décennies de pouvoir. Non, mais je vous dis, moi j'étais avocat de l'opposition gambienne. J'ai défendu Sidi Abayo ici. J'ai été l'avocat de Solo Sandeng. Donc, je connais les abominations, les violations graves des droits de l'homme. C'était tout à l'honneur du Sénégal de prendre le mandat d'aller. Mais quand même, il faut aussi s'appliquer cela d'une certaine manière. Et c'est pour ça que, comme le Sénégal a une responsabilité dans la sous-région, c'est de la même manière aussi que les États-Unis se sentent responsables de la marche du monde et aussi du respect, d'être garant. Parce que, comme disait un grand passeur, la justice sans la force, elle est impuissante. Mais la force sans la justice, elle est tyrannique. C'est pour ça que l'ONU, les puissances doivent œuvrer pour faire de sorte que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste pour qu'on ait un monde meilleur. En tout cas, si je vous comprends bien, ce communiqué du département d'État américain est à prendre très au sérieux. Très au sérieux,
Et surtout, il pourrait y avoir une gradation ascendante d'un cran s'il n'y a pas une correction du comportement incriminé. Merci beaucoup, Maître Tine, ravi de vous recevoir sur ce plateau, ce fut un plaisir. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour spécialisée en droit international. C'était donc l'invité de ce 20h. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre édition. Excellente soirée à vous. Bidé ou Boubès, le grand retour en concert live. Le groupe